Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Spleen et Idéal. Installez-vous confortablement, faites comme moi peut-être, préparez-vous un petit thé, un petit café. Aujourd'hui, je vais vous partager des bouts, mais de sacrés bouts, d'une femme que j'admire énormément. Cette femme, c'est Gisèle Halimi, une avocate, une autrice et une femme engagée qui a une vie extrêmement riche et diverse. Il y a déjà des podcasts qui lui sont dédiés, je pense notamment à Femmes d'exception, qui partagent des vies de femmes qui ont marqué l'histoire, la littérature, les sciences, etc. Donc cet épisode n'est pas exhaustif, ce n'est pas mon souhait, et puis il est impossible de raconter toute une vie. Comme je l'ai dit, d'autres podcasts l'ont très bien compté. Non, cet épisode sera ma façon, à mon échelle, de la raconter à celles et ceux qui ne la connaissent pas, ou bien peut-être compléter vos connaissances. Et puis au-delà du devoir de perpétuer la mémoire de Gisèle et de ses combats, c'est une façon aussi de lui rendre un hommage. Encore une fois, ma petite échelle. Donc cet épisode sera divisé en plusieurs thèmes, en plusieurs causes que l'on va évoquer. Je vais aussi m'attarder sur son autobiographie, Le lait de l'oranger, parce que les autres podcasts évoquent beaucoup la femme engagée, et c'est ce qu'elle est, hein. Mais j'avais aussi envie et je trouvais intéressant d'aborder la casquette de l'écrivaine sous l'angle de l'autobiographie, se raconter soi. Un petit topo sur son enfance jusqu'à son entrée à l'université. Gisèle Halimi est née en Tunisie en 1927, la même année que ma grand-mère, pour la petite anecdote. Ses parents l'ont élevée dans un cadre assez strict, enfin sa mère surtout. Son père, Édouard, est plus souple. Elle le décrit comme quelqu'un de drôle, de théâtral. Elle l'appelle même Édouard le magicien. Dans Le lait de l'oranger, publié en 1988, Gisèle nous parle de son enfance, de sa relation avec ses parents, de ses combats, mais c'est surtout un hommage à son père. On sent la relation proche qu'elle entretenait avec lui, à quel point elle l'idolâtrait et l'aimait. C'est très émouvant, ça a fait écho à ma propre histoire. Quand je dis qu'elle avait une éducation, du moins qu'elle a grandi dans un cadre rigide, c'est qu'elle n'avait pas le droit de lire certains livres, par exemple. Ses parents étaient en quelque sorte effrayés du potentiel pouvoir des livres sur leur fille. Il y avait donc un fort contrôle de l'accès à la culture. Ses parents disaient que les livres lui emplissaient la tête d'idées révolutionnaires. Donc elle cachait ses livres, ou bien elle filait chez son oncle, pardon, qui avait une vision plus moderne que ses parents. Et là, se tenait comme une sorte de salon où Gisèle et sa sœur Gabi pouvaient discuter librement de leurs idées. Gisèle, c'est quelqu'un de téméraire et d'ambitieux, donc elle va pas se laisser guider si facilement que ça. Petite anecdote, très important ça dans chaque épisode, quand elle était petite, elle a entamé une grève de la faim pour montrer son désaccord envers la répartition des tâches domestiques. C'est-à-dire qu'elle devait servir ses frères pendant que cela coulait douce pour la faire simple. Révolte, c'est injuste. Ses parents finissent par entendre sa cause. Sa première, qu'elle mène pour elle et sans le savoir encore, le début de bien d'autres. En effet, ses parents la destinent à un mariage. Là encore, elle s'oppose. Ce qu'elle veut, elle, c'est étudier le droit. Elle parvient tout de même, avec beaucoup de courage, à rejoindre Paris où elle doit changer plusieurs fois de logement. Elle est d'une certaine façon un peu livrée à elle-même. Elle commence ses études de droit et là s'enclenche la machine par laquelle elle se fait connaître. Elle est d'abord connue pour avoir pris part dans l'indépendance de l'Algérie en défendant des indépendantistes. Elle a défendu des hommes mais aussi des femmes. On pense à Djamila Boubacha, une femme tenue prisonnière, torturée, violée par des militaires français. Gisèle s'est battue pour faire annuler sa condamnation, c'est-à-dire la peine de mort qu'elle encourait, mais aussi pour que ses sévices soient reconnus. Pour cela, Simone de Beauvoir est intervenue. Elle a écrit un article pour Le Monde en 1960
dans lequel elle relate les conditions de détention de Jamila. Je vous lis le début de ce célèbre article. Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Il semble pourtant impossible que l'opinion demeure indifférente à la tragédie qu'est en train de vivre une jeune fille de 22 ans, Jamila Boupacha. Fin de la citation. L'objectif étant de choquer l'opinion publique, de faire entendre cette cause pour que son caractère, celui de l'horreur, ressorte. Jamila Boupacha a été relaxée, bien qu'elle gardera des séquelles à vie bien sûr. Gisèle a écrit un livre à son sujet avec pour titre Le nom de l'indépendantiste, avec une préface rédigée par Simone de Beauvoir. Et la première de couverture d'ailleurs est de Picasso. Donc voilà, Gisèle Halimi a défendu beaucoup d'indépendantistes, mais d'autres cas aussi, et nous allons nous y pencher un petit peu. On l'a évoqué avec Jamila Boupacha, mais Gisèle, bien qu'elle se soit d'abord spécialisée dans la défense des indépendantistes, a petit à petit porté son attention vers la cause des femmes. Nom de son ouvrage où le fameux procès de Bobigny est relaté. Alors, le procès de Bobigny, en 1972, c'est l'histoire d'une jeune femme, Marie-Claire Chevalier, 16 ans, qui s'est fait violer par son ancien partenaire. À l'issue, elle tombe enceinte et décide d'avorter clandestinement avec l'aide de sa mère. Et alors, fait incompréhensible, c'est son violeur lui-même qui la dénonce à la police. Oui, absolument déroutant. Gisèle va non seulement faire acquitter Marie-Claire, mais ce procès va être le début, ou plutôt l'accélération, qui va permettre à la loi de voir le jour. Elle se sert, en réalité, à des fins efficientes bien sûr, et Marie-Claire en a conscience, Gisèle Halimi est tout à fait honnête là-dessus, elle se sert de ce procès comme un exemple parfait pour plaider la cause de l'avortement. Donc il y a un double enjeu là. Illustrer le caractère vétuste des lois pour faire relaxer cette jeune fille, et aussi changer ces lois pour les mettre à jour en adéquation avec ce que réclament les femmes, à savoir disposer librement de leur corps. C'est à ce moment-là, ou un peu avant aussi, que le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, est publié. Donc ce manifeste, ce sont 343 signatures de femmes connues ou inconnues qui certifient avoir eu recours à l'avortement clandestinement. Et Gisèle Halimi fait partie de ces femmes-là. Elle affirme aussi pendant le procès donc qu'elle a déjà eu recours à l'avortement, donc c'est quand même un affront, ce qui aurait pu lui causer énormément d'ennuis. Elle a aussi cofondé le mouvement Choisir avec Simone de Beauvoir pour aider et plaider certaines femmes sur des thématiques telles que le viol et l'avortement. Moi, ce que je comprends tout au long de ses œuvres, des interviews qui nous restent d'elle, de ses témoignages, mais aussi ceux des autres, c'est la témérité, le courage, la résilience qui prime chez cette femme. Dans une interview, en 1973, Gisèle Halimi disait à 2 journalistes au sujet de l'avortement: si je sais que sur moi-même, sur mon propre corps, mon droit de donner la vie, je suis en état de non-pouvoir. Comment voulez-vous que je puisse être convaincue que je peux, comme un homme, avoir un pouvoir dans mon travail, des responsabilités dans la vie? Au-delà du simple fait de ne pas vouloir un enfant à un instant T, il y a ce besoin légitime de pouvoir contrôler son corps, sa vie et ses choix. D'une certaine façon, elle dit: mais comment voulez-vous que je sois libre, comme un homme qui n'a pas ses contraintes, oui, contraintes biologiques, si je ne suis pas en mesure de décider pour mon propre corps, mon propre moi? Enfin, je cite: il faut que la femme s'appartienne pour être un être humain à part entière. On peut étendre ça à d'autres combats que l'avortement, bien évidemment. Gisèle Halimi est pionnière sur bien des aspects qui font écho à des faits d'actualité. Je pense notamment au viol de Mazan. Eh bien, en 1978, par exemple, Anne Tonglé et Araceli Castellano, j'espère que je n'écorche pas leur nom, mais probablement, soutenus par Gisèle Halimi, acceptaient que le procès des 3 hommes qui les avaient agressés et violés
une nuit d'août 1974 soit publique, afin que tout un chacun assiste et prenne conscience de l'horreur vécue par les victimes. Que les témoignages sortent de ces murs et qu'ils touchent le plus de conscience possible. Il y a aussi l'idée que quelques-unes de nos revendications ont été entendues et améliorées, certes, mais qu'il reste beaucoup à faire et que la suite est attendue. En effet, certaines femmes et hommes s'engagent, comme Gisèle ou d'autres pionnières dans des combats, nous allons dire ancrés, télévisés, politisés, etc. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on ne souhaite pas participer à ces combats, sur le front entre guillemets, qu'à notre échelle, on ne peut pas continuer à diffuser ses pensées. Je cite Gisèle Halimi. J'ai le pouvoir du savoir. Je pense que quand les femmes ont ce pouvoir-là, et qu'elles ont compris, elles ont une énorme responsabilité à l'égard des autres femmes. Ça veut dire quoi ça? D'une certaine façon, elle nous dit que quand on a conscience des problématiques, des contraintes liées aux femmes, on se doit d'informer, d'éduquer, de communiquer avec d'autres femmes. Que la sororité, elle, soit perpétuelle et cela à travers toutes les générations. Gisèle est l'autrice de plusieurs ouvrages, dont La cause des femmes, publié en 1973, mais aussi Une farouche liberté en 2020 et bien d'autres encore. Aujourd'hui, je fais le choix de m'attarder sur le lait de l'oranger, car c'est peut-être le plus personnel de ceux que j'ai lus. Ses autres œuvres sont d'une certaine façon personnelles aussi, puisque c'est sa plume. Il y a certains livres notamment qui relatent de faits externes certes, mais relatés et interprétés par l'autrice. Disons simplement que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter son autobiographie pour qu'on regarde Gisèle Halimi à travers une dimension plus intime. J'ajoute que je m'attarde sur le lait de l'oranger qui est une autobiographie, mais elle a publié d'autres autobiographies. Bon. Donc, le lait de l'oranger retrace ses engagements, ce qu'on a évoqué, ces hommes et ces femmes abandonnés de la justice, ses combats contre l'avortement, sa gratuité, l'expansion des droits de la femme. Mais son œuvre retrace aussi de ses blessures, car injustement accusée d'être à l'origine de certains aléas de la vie, n'étant pas encore en mesure de se défendre, bien que déjà on avait affaire à une Gisèle tenace, ambitieuse, qui croit dur comme fer en ses aspirations. Son récit est ponctué de souvenirs d'enfance, d'anecdotes, de dialogues. On a accès aussi à un intime où Sartre, Beauvoir, Camus et d'autres, tels que des présidents, y figurent. Cette partie-là m'a vraiment plu d'avoir accès à des moments où on se retrouve dans la maison de Camus avec une Gisèle anxieuse. Comment on le serait nous aussi finalement face à un écrivain qu'on idolâtre. Et comme je vous le disais plus haut, c'est un hommage aussi à son père. Son enfance avec cette figure amusante, bien que parfois autoritaire. Sa vie de jeune adulte, à défendre ses choix face à un Édouard pas toujours compréhensif. Et puis le restant de sa vie, où il s'est passé moult choses, et où, à son tour, elle a accompagné son père dans la maladie. Que Édouard tombe malade. Donc il y a vraiment cette opposition entre Édouard le magicien qui pourrait jouer des tours à la vie, la renverser, et la maladie qui terrasse tout. Il y a une citation comme ça dans son livre où elle dit mais non, en gros, Édouard va se réveiller, il va jouer un dernier tour, il va nous faire une de ses farces comme il sait très bien le faire. Et non. On sent véritablement tout l'amour et le déchirement de la perte d'un parent. Mais ça, on le sent dès le début, du moment où elle l'accompagne pour faire sa sieste, où il la fait rire, sa sœur et elle, jusqu'à ce jour où il faut lâcher la main de ce parent qu'on a tant aimé. Dans le lait de l'oranger, Gisèle aborde aussi son rapport à la maternité. Elle évoque à quel point il fut difficile d'allier sa carrière et ses enfants, qu'il a fallu parfois faire des choix douloureux. J'ai pas trop évoqué sa mère car elle l'évoque dans un autre ouvrage, Fritna, publié en 1999. Fritna, sa mère, avec laquelle les rapports sont houleux.
Gisèle Halimi dira dans une interview, je crois, qu'elle n'a jamais véritablement ressenti l'amour de sa mère. C'est que sa mère, en réalité, était une femme plutôt difficile. N'était pas du tout dans l'aspect drôle, amusant, alors qu'Édouard incarnait tout ça. Sa mère gardait parfois ses enfants pendant quelques temps, mais ça ne durait pas. Il y a même une fois où elle les réexpédie de force chez Gisèle. C'est un peu un affront pour lui dire tiens, t'as voulu une carrière d'avocate au lieu de gentiment te marier et de servir ton foyer, eh bien assume. Pourtant, quelques années plus tard, l'un des fils de Gisèle affirme qu'à la place de sa mère, il aurait fait la même chose. C'est prioriser le bien commun et selon lui, sa mère a justement fait. Donc on a accès à cette partie déchirante d'une femme qui voudrait être plus présente pour ses enfants, qui les chérit, et en même temps qui ne souhaite pas abandonner sa carrière pour eux. Ces deux versants, oui, on peut aimer plus que tous ses enfants, mais pour autant choisir sa carrière. Et je trouve ça vraiment courageux et important. C'est pas parce qu'on choisit un camp qu'on n'a pas envie d'aller vers l'autre. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas soit c'est noir ou soit c'est blanc. Parfois c'est Parfois c'est juste déchirant parce qu'il n'y a pas de situation idéale et c'est ainsi. C'est réellement une lecture très plaisante parce que son contenu est riche, fascinant, qu'elle vit. On y découvre une Gisèle Halimi drôle, attachante, simple. Je dirais même, oui, j'irais même jusqu'à dire qu'on peut s'identifier à elle. Alors personnellement, pas sur la partie engagement parce que même si je partage ses convictions féministes, elle a mené, voilà, on n'a pas le même âge, on n'a pas du tout entrepris les mêmes choses, c'est incomparable. Non, je parle vraiment de cette jeune femme, de ce côté-là, intimiste, lorsqu'elle se présente apeurée devant Camus, qu'elle perd un petit peu ses moyens d'une certaine façon, qu'elle essaie de faire bonne figure. Vous voyez ce côté-là? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter certaines de ses interviews, mais Gisèle, c'est aussi quelqu'un de très éloquent, qui c'est un plaisir à écouter. Je vous y invite. La Limi est une écrivaine dans le sens où elle écrit agréablement bien. J'avoue que je ne m'y attendais pas. J'avais certainement des préjugés en rapport avec son métier, me disant qu'une avocate doit être éloquente, doit maîtriser l'oral, et donc peut-être pas l'écrit. J'ai eu tort. Je vais vous lire quelques extraits pour illustrer mon propos. Je cite: les hommes sont comme les orangers. Il leur faut choisir ce qui les aide à vivre, ce qui les épanouit. Fillette, je ne le savais pas encore. Je n'aimais pas le lait et je détestais la contrainte. Mais je croyais juste de l'imposer à l'arbre qui m'était si cher. Ma dignité d'avocate ne saurait museler ma liberté de femme. Ou encore, la fin d'Édouard m'obsède. Je veux la remplir, la peupler, de bonheur et rien d'autre. Des souvenirs pour pleurer, des photos pour rêver, une légende à inventer. Le début de la prochaine citation illustre un petit peu cette dichotomie entre les fonctions parentales. C'est comme si Fortuné, peut-être injustement, hein, avait ce rôle très strict, sévère, d'éduquer Gisèle d'une certaine manière, de la faire entrer dans un certain cadre, parce qu'en effet c'est une mère très pieuse, très envahissante, qui veut tout contrôler. Et puis après on a le côté Édouard qui gère tout l'amusement, la drôlerie. Je cite: drôle, enjoué, formidablement doué pour la fête, il ne donnait libre cours à sa nature qu'en petit comité, et toujours en l'absence de Fortuné. Gaby, ma jeune sœur et moi trouvions en lui un compagnon de jeu, un donneur de répliques, le complice de nos frasques d'enfants. Conteur, imitateur, jongleur, il nous tenait en haleine par ses grimaces, sa fantaisie, son invention surréaliste. Nous vivions sa faculté de se transformer en d'autres personnages comme un don. Il se déguisait, se travestissait, portait une série de masques pour toutes les circonstances. Ma mère l'accusait de duplicité. Nous n'en avions cure, nous l'aimions. Il se préservait
et préserver ainsi nos lumières d'enfance. Papa est magicien, roucoulions-nous toutes deux. C'est sur cette très belle citation que je clôture cet épisode. J'ai voulu partager l'histoire de cette femme qui m'émeut, qui s'élance en égérie de mes propres luttes, qui répond à mes questionnements, qui me réconforte aussi quand j'ai des doutes. J'espère que vous avez ressenti cette émulsion et que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur le podcast de Spleen et Idéal.